Donc bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième webinaire organisé par la Motalier. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur la sélection des protéines de poids en œnologie. Donc cette présentation abordera plus des données, on va dire, fondamentales, plus théoriques. On sera beaucoup moins dans l'applicatif, dans la préconisation, même si c'est des questions que l'on peut aborder en fin de présentation. Vous avez toujours la partie chat en bas à gauche de votre écran que vous pouvez utiliser. Vous pouvez écrire directement des questions auxquelles je tenterai de répondre à la fin. Donc cette présentation s'articulera autour de 3 axes. La première partie, je vais aborder les avantages de faire un collage sur mou, et notamment avec la protéine de poids. Dans un second temps, j'aborderai donc tout ce qui a été mis en œuvre justement en interne, au sein de la Motalier pour sélectionner les protéines de poids et voir que c'est vraiment important finalement. Et enfin, on présentera des données d'essai qui ont été réalisées l'année dernière. Donc, je vais maintenant couper ma caméra. Donc la protéine de poids en œnologie, finalement, elle est assez récente puisqu'elle est intervenue il y a une petite dizaine d'années. Elle s'est réellement démocratisée il y a une petite dizaine d'années, au début des années 2010, et grâce notamment à deux grandes tendances. Donc la première, ça a été en 2012 avec un changement de la réglementation européenne qui stipulait qu'il était obligatoire de mentionner les allergènes sur l'étiquette du vin, donc lorsqu'ils étaient présents. Donc ça concernait à la fois les sulfites et certaines protéines d'origine animale, notamment l'ovalbumine et la caséine. Donc, dès ce moment-là, certains vinificateurs et certains œnologues ont cherché justement à trouver des alternatives à ces protéines animales pour justement éviter d'insérer ce logo allergène sur leur bouteille de vin. En parallèle, toujours en 2012, donc la même année, il y a eu l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation pour les vinifications bio. Et il se trouve que la protéine de poids était autorisée pour cette nouvelle réglementation. Donc ça aussi, ça a permis d'ouvrir un marché et de démocratiser un petit peu son emploi en œnologie. Donc, de façon plus récente, il y a une nouvelle tendance qui se dessine, on va dire depuis 2-3 ans, la production de vin vegan, donc qui supprime totalement l'utilisation de protéines animales, donc notamment la gélatine pour son aspect clarification. Et effectivement, la protéine de poids, ici aussi, est une belle alternative justement à ces protéines animales. Donc nous, on le voit, hein, de toute façon en France, on voit bien cette tendance dans notamment des caves qui produisent des vins blancs et des vins rosés. C'est assez fréquent de rencontrer des cuvées véganes. Ça commence à se développer aussi sur le grand export, donc en Nouvelle-Zélande, en Australie, c'est des choses qui commencent à se mettre en place également. Donc voilà pour l'historique. Après, au niveau des rappels, au niveau technique de l'utilité de faire un collage sur mou, ben, d'une part, on va avoir une clarification des mous. Donc on va diminuer la turbidité, donc faire sédimenter les particules solides. Donc ça, c'est le premier point. Le second intérêt, ça va être d'éliminer une partie des polyphénols propres au raisin. On verra que c'est un impact énorme finalement sur le profil organoleptique du futur vin. Et enfin, la gestion de la couleur. Donc ça, c'est notamment sur le cas des rosés, puisqu'on sait la couleur des rosés est un critère prédominant aujourd'hui. Donc la protéine de poids aujourd'hui est un très bon outil justement pour pouvoir gérer cette couleur. Donc au niveau de la clarification des mous, il y a une notion qui est importante à avoir en tête, c'est le potentiel zeta. En fait, donc ce potentiel zeta représente la réactivité de l'agent de collage, donc de la colle. Et plus ce potentiel zeta va être important, et finalement, plus la colle va être réactive vis-à-vis des particules solides. Donc ce potentiel zeta, il va dépendre d'énormément de paramètres. Et les principaux sont les suivants. Donc d'une part le pH, la force ionique aussi du mou ou du vin, donc la présence d'ions dans le milieu, et enfin la température. Donc ce potentiel peut être soit négatif, soit positif. Dans le cas où il est négatif, on est sur des forces attractives. Dans le cas où il est positif, on est sur des forces de répulsion. Donc en fait, faut regarder le potentiel zeta dans deux cas de figure, on va dire. Donc une colle avec un potentiel zeta avec une forte valeur absolue et une colle avec un potentiel zeta avec une faible valeur absolue. Dans le cas où on a une colle avec une forte valeur absolue, on va avoir une vitesse de sédimentation, une clarification plutôt rapide. Donc on va avoir un bon aspect clarifiant de cette colle. Pour le coup, on va avoir une formation importante de lit. Et dans le cas où on va utiliser une colle avec un faible potentiel zeta en termes de valeur absolue, on va avoir une vitesse de clarification qui sera beaucoup plus lente et une formation de lit moins importante également, puisqu'on aura une meilleure compaction. Donc on peut voir comment se comportent différentes colles ici en bas, comment se comportent différentes colles par rapport à cette solution modèle ici à un pH de 3,8. On voit ici que l'ovalbumine ou de la gélatine faiblement hydrolysée a un potentiel zeta plutôt important. Donc on peut supposer qu'il va y avoir une clarification plutôt rapide.
Et le poids ici s'inscrit justement à un potentiel zeta de -3, donc qui est plutôt faible en valeur absolue, qui est négatif. Donc là, on peut supposer que sur cette matrice modèle, donc à un pH de 3,8, on va avoir une vitesse de sédimentation qui sera un peu plus lente. Donc, comme on l'a dit précédemment, ce potentiel zeta dépend énormément de paramètres de la matrice et notamment du pH. Donc, si on fait, ça n'apparaît pas. Ah, c'est bon, ça apparaît. Donc, si on fait exactement les mêmes analyses, cette fois-ci, pas un pH 3,8, mais un pH à 3,4, on voit que le potentiel zeta de la protéine de poids, donc ici le Green Fine Must, a bien changé. Donc, ici, il est autour de 11, donc ce qui suppose que c'est un potentiel zeta plutôt important, on va dire, en termes de valeur absolue. Donc, ce qui impliquera que, justement, la protéine de poids, à ce pH-là, à des pH plus bas, sera beaucoup plus réactive vis-à-vis des particules solides. Donc, même plus réactive que certaines gélatines présentes dans notre gamme, donc par exemple le gel d'or ou la gélatine supérieure de Russie. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la protéine de poids est surtout utilisée sur des matrices de blanc et de rosé, où on a des pH plus bas, on va dire, qui vont s'étaler de 3,2 à 3,4, 3,5, qui va permettre justement d'avoir une bonne réactivité de cette protéine de poids vis-à-vis des particules solides. Lorsqu'on va l'utiliser sur vin rouge, donc à des pH plus importants, mais effectivement, les propriétés clarifiantes de la protéine de poids sera plus limitées dans ce cas précis. Donc ça, c'est pour la propriété clarifiante. Le second aspect de faire un collage sur mou et qui peut être intéressant, c'est d'éliminer les polyphénols. Donc ces polyphénols sont directement présents dans les raisins, donc on va les retrouver forcément dans les mous et dans les futurs vins. Et on peut les différencier selon deux catégories. Donc tout d'abord, les non-flavonoïdes, qui sont plutôt présents dans la pulpe. Donc on va retrouver notamment l'acide caféique et l'acide caftarique, qui sont des acides phénols, donc des polyphénols facilement oxydables. Donc lorsque vous allez presser votre mou et que vous allez le laisser en contact avec l'air ou l'oxygène, lorsque vous allez constater un brunissement de ce mou, c'est dû justement à ces polyphénols facilement oxydables, qui vont venir s'oxyder. Et de l'autre côté, l'autre catégorie, ça va être les flavonoïdes, et notamment la catéchine et l'épicatéchine, qu'on va retrouver justement dans les pépins de raisin et dans la pellicule. Et donc, ces catéchines et épicatéchines ont la propriété justement de diminuer un petit peu l'intensité aromatique et notamment de diminuer l'intensité aromatique thiol. Donc, tout l'intérêt de faire un collage sur mou, ça va être d'éliminer une partie de ces polyphénols et ainsi d'avoir des vins qui seront moins sensibles à l'oxydation. Donc, on va diminuer l'oxydabilité des vins et également de diminuer ces pièges d'arômes, donc tout ce qui est catéchine et épicatéchine, et du coup d'avoir une intensité aromatique plus importante en fin de fermentation alcoolique. Donc, comment ça marche tout ça? Donc, si on prend le cas d'un acide phénol, donc ici l'acide caftarique, en présence d'oxygène et de polyphénol oxydase, cet acide caftarique, donc ce polyphénol facilement oxydable, va pouvoir se transformer en quinone caftarique. Donc, lorsqu'il y a la présence de glutathion dans le milieu, cette quinone va réagir directement avec le glutathion pour former une molécule d'un complexe stable, soluble et incolore que l'on appelle GRP, donc Grape React Product, qui n'aura donc aucun impact organoleptique néfaste sur le mou et sur le futur vin. Et dans le cas où on n'a plus de glutathion, cette quinone caftarique a la possibilité de se polymériser, et c'est dans ce cas-là qu'on va constater justement un brunissement du mou, et une perte aromatique, donc tout ce qui est thiol, ester, voire terpènes. Donc l'idée ici, pour éviter justement l'apparition de ces quinones caftariques, ça va être de diminuer le substrat en faisant un collage sur mou et en diminuant justement la proportion d'acide caftarique. Et pour le coup, de faire un collage sur mou avec de la protéine de poids est un très bon outil. Donc ça, on l'a constaté lorsqu'on a fait les premiers essais de développement sur la protéine de poids. Donc ici, vous avez deux essais avec en couleur soutenue la modalité témoin avant collage et couleur un peu plus faible la modalité après collage. Alors, on voit bien que dans les deux types d'essais, il y a une diminution assez importante de tout ce qui est polyphénol. Donc, polyphénol totaux, d'une part, l'IPT, l'ADO 280, polyphénol facilement oxydable, donc les acides phénols, l'ADO 320, on voit qu'il y a une bonne diminution ici, qui est corrélée aussi à la diminution d'acide caftarique, donc sur les deux essais, et également une diminution des polyphénols oxydés, donc l'ADO 420. Donc, le fait de faire un collage sur mou, finalement, va nous permettre de diminuer une large partie des polyphénols, donc polyphénols facilement oxydables, polyphénols oxydés, et également tout ce qui est catéchine et épicatéchine, donc des pièges d'arôme. Donc, ça implique justement une meilleure intensité aromatique à l'issue des fermentations. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on avait constaté en interne lorsqu'on avait fait des essais dans notre centre expérimental il y a quelques années. Ça a été fait sur Sauvignon blanc, donc tout simplement, on a pris exactement la même matrice.
On a réparti selon différentes modalités. Donc, une modalité témoin où il n'y a pas eu de collage et des modalités où on a ajouté des produits de collage à base de protéines de pois. Et effectivement, on se rend compte qu'à l'issue des fermentations, quand on a fait les analyses aromatiques, on se rend compte que systématiquement, on avait des intensités qui étaient beaucoup plus importantes en termes de tilleul et en termes d'ester également. Donc, chose à noter également, le vinificateur qui était en charge justement de ces essais nous avait fait remonter que selon lui, le jus était plutôt clair, qu'il n'avait pas constaté d'oxydation, de teinte jaune plus importante, et que selon lui, c'était pas forcément nécessaire de faire un collage sur mou. Donc, on l'avait tout de même fait, et finalement, on a pu constater des différences aromatiques très intéressantes. Et donc ça, c'est justement pour mettre le doigt sur le fait qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à faire un décollage sur mou de façon curative, justement lorsqu'on va constater une oxydation des mous. Ça peut être très intéressant de le faire d'un point de vue préventif également, justement pour éliminer une partie des polyphénols oxydables qui, par définition, ne sont pas visibles puisque pas encore oxydés. Et enfin, on arrive sur la troisième partie, donc très rapidement au niveau de la gestion de la couleur. Donc ça, c'est intimement et étroitement lié finalement avec la deuxième partie. Mais c'est un très bon outil aussi pour gérer la couleur, notamment des rosés, mais également des blancs. Ici, c'était un essai qui a été fait sur chardonnay. On peut voir que justement, après le débourbage, on peut constater qu'il y a une petite intensification de la teinte jaune. Donc, on peut supposer qu'il y a eu une oxydation. Le fait d'utiliser de la protéine de pois, justement, ça va nous permettre de diminuer ces polyphénols oxydés et de repartir sur un mou qui sera pur et net et donc plus clair. Et donc sur les rosés également, c'est un très bon outil aujourd'hui, limite indispensable et incontournable, qui va nous permettre justement de moduler la couleur des vins rosés. Donc après, il y a énormément de choses à prendre en compte au niveau de l'application. Donc d'une part, ça va être cépage dépendant, millésime dépendant également. Il y a des formulations qui sont strictement à base de protéines de pois, d'autres qui sont mélanges avec d'autres matières premières comme de la bentonite, de la PVTP. Donc en fonction de toutes ces applications-là, on va pouvoir justement atteindre la couleur que l'on souhaite. Donc voilà pour le rappel au niveau technique. On arrive sur la seconde partie de cette présentation, donc la sélection de la protéine de pois. Et effectivement, le pois étant un matériel végétal, au même titre que le raisin, il va être soumis aux aléas, on va dire climatiques, aux aléas du millésime entre guillemets, aux différents modes de production également, aux modes de purification qui vont être différents. Et c'est pour ça qu'en interne, lorsqu'on va recevoir différents lots candidats, on constate généralement qu'il y a une très grande hétérogénéité d'un lot à l'autre. Donc, tout l'intérêt d'avoir mis justement un processus de sélection en interne, ça va être de fournir au marché une protéine de pois qui va être homogène d'un lot à l'autre. Et donc, pour ça, on s'appuie sur trois grands piliers. Donc, tout d'abord, la conformité avec le codex œnologique. Donc, le codex œnologique stipule tous les critères de pureté, toutes les spécifications auxquelles doivent répondre les produits œnologiques pour être commercialisables sur le marché. Donc, ça s'applique aussi bien à la protéine de pois qu'aux autres produits œnologiques, comme une bentonite, un tanin, une levure. Donc ça, on doit le respecter. Il y a l'adéquation référentielle qualité interne. Donc ça, c'est un cahier des charges que l'on a mis en place en interne, qui reprend tout simplement certains critères du codex œnologique, mais sur lequel on va un peu plus loin, justement. Et à partir du moment où ces deux premiers piliers sont validés, dans ce cas-là, on va faire des tests donc pour s'assurer de la compatibilité technique de la protéine de pois. Donc systématiquement, on va faire ces tests sur différentes matrices, justement pour analyser les critères qui nous paraissent intéressants. Et donc, à l'issue de tous ces tests, on va avoir différentes analyses, pas mal de données par rapport à tous ces lots candidats. On va pouvoir valider ou invalider justement la matière première candidate. Donc, tout d'abord, par rapport au premier pilier, donc par rapport à la fiche codex, par rapport au codex œnologique, donc une nouvelle fois, c'est ce qui va stipuler tout ce que l'on doit respecter en termes de critères pour pouvoir mettre un produit œnologique sur le marché. Donc, au niveau de la protéine de pois, elle est sous l'ombrelle matière protéique d'origine végétale, de façon générale. Donc, on va retrouver le blé, la protéine de pois et également la pomme de terre. Donc, on peut voir toutes les caractéristiques qui sont nécessaires d'analyser. Mais les plus importants, selon moi, ça va être les caractéristiques physico-chimiques au niveau des métaux. Donc, s'assurer justement qu'il n'y ait pas un relargage de métaux lourds dans le mou lorsqu'on va utiliser de la protéine de pois. Donc, que ce soit dans le mou d'ailleurs ou dans le vin. Les paramètres microbiologiques, donc s'assurer qu'on ne va pas apporter d'Escherichia coli, salmonelle, coliformes et moisissures. Et enfin, une recherche de mycotoxines et de résidus de pesticides. Donc sur cette partie-là, effectivement, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Il y a déjà eu quelques retours et quelques questions du terrain. Donc ça, généralement, c'est les fournisseurs qui nous fournissent d'ailleurs les bulletins d'analyse propres à chaque lot candidat. Et nous, en interne, on a la possibilité aussi de faire des analyses en doublant
pour valider justement que ces lots ne présentent pas de résidus de pesticides. Donc tous ces critères-là, en fait, sont faits pour s'assurer que les produits n'auront pas d'impact négatif, n'auront pas d'impact nocif sur la santé, d'une part de l'utilisateur et du consommateur. Donc on doit respecter ces critères pour pouvoir mettre justement un produit en place sur le marché. Donc le second pilier, ça va être justement le cahier des charges en interne. Comme je l'ai dit, on va reprendre certains paramètres du codex œnologique. C'est juste qu'on va aller un petit peu plus loin. Donc, on va justement regarder plus en détail tout ce que est solubilité de la protéine de poids. Donc, ça, c'est clairement pour l'aspect pratique, justement, pour avoir une homogénéité entre les lots de poids en termes de praticité. La détermination de la concentration en protéines solubles. Donc, ça aussi, c'est un critère qui est prépondérant et crucial lorsqu'on fait de la sélection de protéines de poids, puisqu'on suppose que plus une protéine de poids sera concentrée en protéines solubles, et plus elle présentera des propriétés clarifiantes importantes. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment primordial. Et enfin, le poids moléculaire de tous les lots candidats, donc en faisant des électrophorèses ou des chromatos, pour justement comparer les spectres et voir justement si les lots candidats sont bien similaires, on va dire, avec notre lot de référence. Donc ça, on va l'aborder. Donc tout d'abord, le point le plus important, donc le dosage des protéines solubles. Donc on le fait via la méthode de Bradford, donc qui est un test enzymatique. Et effectivement, on va supposer qu'un produit qui sera plus riche en protéines solubles devrait proposer une capacité de collage plus importante, donc des propriétés clarifiantes plus importantes. Donc c'est pour ça qu'en interne, on a une référence, donc un seuil que l'on doit dépasser si l'on veut référencer justement un lot candidat. Et donc là, par exemple, on a reçu différents lots candidats et on se rend compte que sur la plupart, on ne respecte pas justement cette concentration en protéines solubles. Donc les candidats de 1 à 8, on va les mettre de côté systématiquement. Et le candidat 9 qui présente justement une bonne concentration en protéines solubles et qui, lui, on va pouvoir justement le garder, faire des analyses plus poussées également pour voir si ça remplit toutes les conditions de ce critère, de ce cahier des charges. Donc le candidat 9 ici présente un intérêt potentiel. L'autre aspect aussi, ça va être au niveau des poids moléculaires de chaque protéine de poids. Donc, on va faire un comparatif entre notre référence, ici, donc le Clean Find Must, et les différents lots candidats que l'on va recevoir. Donc, par exemple, celui-ci va avoir un profil différent et on peut supposer qu'en ayant un profil différent, il va y avoir un impact différent sur la diminution des polyphénols, sur les propriétés clarifiantes. Donc, systématiquement, celui-là, on va le mettre de côté. Le candidat 2, lui, présente plutôt un profil comparable. Donc, une nouvelle fois, on va faire des analyses plus poussées sur ce candidat 2 et voir si on peut l'intégrer finalement dans notre lot global. Et enfin, un point qui est très important à prendre en compte et que l'on fait systématiquement, c'est l'aspect et solubilité dans l'eau à 10%. Donc, même si on retrouve des lots qui sont bien chargés en termes de protéines solubles, qui ont des profils similaires en poids moléculaire, on se rend compte que il peut y avoir aussi des différences très importantes en termes de solubilité en fait, du produit. C'est quelque chose que l'on fait systématiquement justement pour, d'une part, s'assurer que l'aspect est assez similaire par rapport à notre protéine de référence, et de part, que l'on ne constate pas un déphasage qui soit très rapide. Donc ça, lorsqu'on fait une dissolution de la protéine de poids, on veut que le produit soit relativement homogène pendant un certain temps et ne pas impliquer justement un déphasage qui soit trop rapide et qui impliquerait une application plus compliquée, on va dire, pour l'utilisateur. Autre chose que l'on fait systématiquement en parallèle, ça va être l'impact organoleptique. Donc tout simplement, on va le faire sur de l'eau. On va ajouter la protéine de poids à la dose maximale autorisée, qui est de 50 grammes par hecto, et on va regarder tout simplement si ça n'apporte pas des faux goûts ou des mauvaises odeurs. Donc lorsque ces deux piliers sont bien remplis, donc celui du codex œnologique et celui des cahiers des charges en interne, on va prendre cette protéine de poids et on va l'utiliser directement sur différentes matrices. Donc ça peut être très bien des mous, comme des vins blancs par exemple. Et généralement, on va plutôt les tester sur une moyenne de 4 à 5 matrices différentes. Donc ce que l'on fait systématiquement, c'est qu'on va les tester à des doses différentes, donc de 5 grammes ou de 15 grammes par hecto. Et on va regarder différents paramètres, notamment comme l'IPT, l'impact sur la couleur aussi, donc tout ce qui est ICM. On a tendance à faire de plus en plus de syllabes aujourd'hui, donc qui est une analyse chromatique qui est faite notamment dans le sud-est, justement pour la couleur des rosés. Et donc tout ça, on va le faire de façon systématique. On va également regarder l'impact sur la stabilité protéique, donc pour s'assurer justement que l'utilisation de cette protéine de poids candidate n'impacte pas l'instabilité protéique.
Donc, par exemple, ici, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter à 50 grammes par hecto un vin blanc qui est préalablement stable protéiquement. Donc, on voit ici, par exemple, que candidat A provoque une instabilité protéique qui est très importante. Donc, celui-ci, directement, on va le mettre de côté. Il y a le candidat B également qui est la limite, puisqu'on se doit d'être inférieur à 2 NTU, à une delta de 2 NTU. Donc là, on est à 2,5. Donc, celui-ci également, on va le mettre de côté. Donc, ça, c'est un autre paramètre qui est d'importance également. Et enfin, en termes de compatibilité technique, quelque chose que l'on fait de plus en plus en interne, ça va être des analyses électrochimiques. Et donc, pour rappel, lorsqu'il va y avoir une oxydation dans les mous et les vins, et notamment au niveau des polyphénols, ces polyphénols vont se transformer en quinone. Et lorsqu'ils vont se transformer en quinone, il va y avoir une libération des électrons. Donc, en fait, en faisant de l'électrochimie propre à un vin ou à un mou, on va catalyser cette réaction d'oxydation. On va catalyser la transformation des polyphénols en quinone. Donc, une nouvelle fois, lorsqu'il y a cette transformation, il va y avoir libération des électrons. Et c'est ce qu'on va venir justement estimer ici, avec cette empreinte électrochimique. Donc, plus il va y avoir d'électrons et plus les courbes seront importantes. Donc, l'idée ici, lorsqu'on va tester une protéine de peau candidate, c'est de s'assurer justement que lorsqu'on va l'utiliser, on va avoir une aire sous la courbe qui soit moins importante que les témoins, ce qui va signifier qu'on aura moins de quinone dans le milieu lorsqu'on aura utilisé la protéine de poids. Donc, ce qui est résumé ici, plus une protéine de poids sera efficace pour éliminer les polyphénols oxydables, moins il y aura de quinone, et donc moins il y aura d'électrons libérés dans le milieu, et plus le signal électrochimique sera faible. Donc, plus l'air sous la courbe sera faible également. Donc, voici ce qu'on fait voilà, en résumé, en conclusion, en termes de sélection en interne. Donc déjà, s'assurer au niveau du codex œnologique que la protéine de poids répond à tous les critères, donc relatifs à l'innocuité au niveau de la santé humaine. On s'applique aussi à ce référentiel qualité interne, donc en termes de solubilité, d'aspect, d'impact organoleptique. Le point le plus important ici, ça va être le dosage des protéines solubles. Et enfin, on va s'assurer systématiquement sur différentes matrices qu'il y a une compatibilité technique vis-à-vis de notre protéine de poids référence avec cette électrochimie également. Donc, tout ça pour vous montrer finalement qu'aujourd'hui, lorsqu'on va faire une sélection de protéines de poids, on ne peut pas s'appuyer sur un type d'analyse. Il est nécessaire de s'appuyer sur beaucoup d'analyses différentes qu'on va devoir analyser, pondérer. Et à la fin, on va avoir justement assez d'informations pour pouvoir justement valider ou invalider la matière première et pour justement apporter une matière première qui soit relativement homogène au niveau du marché. Et on arrive à la dernière partie de cette présentation, donc sur une partie essai. Donc là, tout simplement, on a fait des essais en laboratoire, donc dans notre centre expérimental. Tout simplement, on a pris différents mous issus du marché, donc des rosés, des blancs. On a testé notre protéine en interne, donc le Green Pine Must, avec d'autres protéines de poids issues du marché. Et on a analysé différents critères d'importance, donc notamment l'impact sur la couleur, l'oxydabilité des mous. Donc on l'a fait sur plusieurs matrices. Aujourd'hui, je vais juste vous présenter celle sur rosé cabernet, puisqu'on est limité en termes de temps. Donc effectivement, il y avait 5 modalités différentes, donc modalité témoin, modalité Green Pine Must et 3 protéines de poids issues du marché. Donc lorsque l'on va regarder la turbidité et l'impact sur l'ICM, on constate qu'il y a très peu de différences significatives. Donc au niveau de la turbidité, on va osciller de 13 à 20 NTU. Au niveau de la diminution de l'ICM également, il y a assez peu de différences significatives. C'est très très sensible. Par contre, lorsque l'on va s'appuyer sur la diminution de l'IPT ou de la DO320, donc qui représente des polyphénols oxydables, là, clairement, on peut voir qu'il y a des grosses différences significatives. Donc, plutôt en faveur du Green Pine Must. Et ça a été également corrélé justement avec l'empreinte électrochimique de ces différentes modalités. Donc, pour rappel, hein, lorsqu'on va apporter un courant électrique justement dans le mou, on va pouvoir justement dénoter et identifier différentes familles de molécules. Donc, lorsque vous êtes sur la gauche, vous avez des molécules qui vont être facilement oxydables. Et plus on va aller sur la droite, plus on va avoir des molécules qui seront résistantes à des oxydations. Donc, c'est pour ça que sur les premiers pics, on va avoir plutôt des polyphénols facilement oxydables. Et là, on voit bien que sur la modalité GFM, donc une Pine Must, ça a réellement permis de diminuer l'air sur la courbe en termes ici par rapport aux zones modalités, donc ce qui implique qu'on a bien diminué justement la proportion des acides phénols, donc des polyphénols facilement oxydables.
Ici, au niveau des tanins monomères qui se retrouvent généralement entre 0,5 et 0,7 volts, on se rend compte également qu'on a bien diminué l'air sous la peau. Donc à 0,8, on va retrouver le glutathion et autour de 1 volt, plutôt les gros tanins. Donc voilà, ce qui montre bien qu'en utilisant une bonne protéine de poids, donc qui avait bien été sélectionnée, on va avoir un impact significatif justement sur la diminution en polyphénol facilement oxydables, également en flavonoïdes, donc catéchine et épicatéchine, qui sont des pièges à rendre. On peut supposer qu'on va avoir un vin qui présentera une oxydabilité moins importante après les fermentations, une intensité aromatique également plus importante, puisqu'on va diminuer justement ces pièges d'arôme. Et enfin, des essais que l'on a menés en interne aussi sur différentes matrices. Donc ici, un rosé de Merlot. Donc tout simplement, on a utilisé 50 grammes par hecto avec témoins, les modalités Green Fine Must, Green Fine Must liquide, donc la version liquide, une modalité concurrente où on voit bien d'une part les différences au niveau visuel, au niveau de la photographie, mais également au niveau des analyses chromatiques, donc les différences absorbances, et au niveau des DO 320, donc des acides phénols. Donc ça, c'est un point qui est vraiment à identifier, l'impact sur les acides phénols, puisqu'effectivement, sur cet essai que l'on a fait sur un mou d'Espagne, donc de Verdejo, c'est un cépage blanc finalement qui s'apparente un petit peu à le Sauvignon blanc, puisqu'il est assez chargé en thiol. On se rend compte que lorsqu'on a fait justement un traitement à base de protéines de pois sur le mou, on a vu assez peu d'impact au niveau de la couleur. Donc on voit assez peu d'impact au niveau de l'ICM ici et assez peu d'impact au niveau de la photographie. Mais par contre, on peut clairement voir un impact sur la partie polyphénol oxydable. Donc encore une fois, pour mettre le doigt sur le fait que faire justement un traitement en préventif peut être intéressant justement pour diminuer la proportion de ces polyphénols oxydables qui ne sont pas encore visibles. On a fait un autre traitement aussi sur la Verdejo sur une presse 2. Et là, les tendances sont un petit peu plus extrêmes, un peu plus significatives. On voit justement que le fait d'utiliser la protéine de poids version liquide a permis de diminuer de 35% la couleur par rapport au témoin. Et à la limite, était plus efficace que notre mélange en interne à base de protéines de poids et de PVPP. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a remarqué de façon assez générale sur différentes matrices, différentes régions de production. La protéine de poids liquide est généralement plus efficace en termes de diminution des polyphénols, en termes même de clarification, comparé à la protéine de poids pure. Donc là, limite, la protéine de poids liquide a été plus efficace qu'un mix poids PVPP. Donc au niveau de l'ICM et également au niveau des polyphénols oxydables ici. Donc cette photo est plutôt parlante, justement pour un peu schématiser ce que je disais précédemment. Savoir que sur certaines matrices, la version liquide est beaucoup plus efficace en termes de clarification. Donc ici, c'était le cas sur un mou de grenache noir, une P3 qui était très turbide et très sale. Et là, on voit que c'est la seule modalité qui a permis réellement de clarifier le mou et de diminuer justement les polyphénols. Et le Green Fine XL aussi, qui a une partie à base de gélatine qui n'a pas été apte à justement diminuer cette partie-là. OK. Donc tout ça pour dire, pour terminer et conclure cette présentation, qu'aujourd'hui, la protéine de pois, on l'a dit plusieurs fois, mais est un outil incontournable aujourd'hui sur certains blancs et certains rosés, par tous les aspects bénéfiques que ça peut apporter au mou et au futur vin. Donc d'une part en termes de clarification, de tassement, élimination des polyphénols, donc ce qui va entraîner généralement une valorisation aromatique. On va pouvoir également jouer sur la couleur, donc de façon assez importante. Et, euh, et voilà. Donc, on va pouvoir passer à la partie questions. Mais avant ça, je vais vous soumettre un questionnaire, en fait, tout simplement, euh, que vous voyez apparaître ici, normalement. Donc, c'est dans l'idée, si jamais on fait d'autres webinaires, donc plutôt des webinaires axés sur la partie vendange. Voilà, vous avez différents choix. Donc, si vous pouvez y répondre, ça nous permettrait justement d'affiner un petit peu ce qu'on fera par la suite. Voilà, je vous laisse 10 à 15 secondes, on va dire. Merci. Je reprendrai ça. Donc, on va passer aux questions désormais. Alors, Maureen, bonjour, je sais que ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais avez-vous fait des essais sur rouge pour cibler les tanins réactifs et astringents
Les demandes se multiplient afin d'éviter les gélatines, entre autres. Merci pour votre réponse. Donc effectivement, on sait qu'il y a certains cas aujourd'hui qui l'utilisent sur des vins rouges, donc notamment au niveau de l'élevage pour diminuer cette astringence. Ça va marcher justement sur l'affinage de la bouche. C'est en termes de clarification où là c'est beaucoup moins important. Donc on l'a dit précédemment, hein, avec ce potentiel zeta qui va être justement plus sensible, plus faible en termes de valeur absolue. On aura une réactivité de la protéine de pois avec les particules du vin qui sera moins importante. De ce fait, en termes de clarification, on sera plutôt sur des temps qui seront plus longs comparé à une gélatine. Mais effectivement, ça permet d'affiner la bouche. On a fait des essais justement en interne là récemment sur nos différentes formulations et ça fonctionne plutôt bien, effectivement. Mais sur l'aspect clarification, il va falloir attendre un peu plus qu'une gélatine pour le coup. Après, une autre question. Avez-vous des pistes pour expliquer la différence d'efficacité entre le Green Pine Must poudre et liquide? Alors non, on n'a pas vraiment d'explication concrète. Alors c'est plus des suppositions. Donc d'une part que le Green Pine Must liquide est directement au pH du vin, puisque c'est une solution qui est acidifiée. Donc elle est à un pH de 3 à 4. Donc on suppose qu'elle est directement réactive finalement avec les polyphénols. Le fait que la protéine de pois soit dissoute plus tôt aussi, on suppose que c'est une meilleure efficacité. Ça, on l'avait constaté aussi avec les protéines de pois solides, à savoir que si on faisait une dissolution quelques heures auparavant, généralement cette protéine de pois liquide était plus efficace que si on la dissolvait juste quelques minutes avant. Donc il y a cet aspect aussi de dissolution qui est important à prendre en compte. Avez, Avez-vous fait des essais comparatifs avec les protéines de pommes de terre? Alors, pas forcément en interne, puisque effectivement la protéine de pommes de terre est pas référencée chez la Motabier. Donc, on évite de se comparer à ça, mais effectivement, on en entend parler sur le terrain. On sait que la protéine de pommes de terre est intéressante d'un point de vue diminution des polyphénols, mais ça a également d'autres désavantages aussi. Par exemple, ça peut apporter des goûts aussi sur certains mous. C'est des choses que l'on a déjà constatées, mais généralement, on essaye pas trop de se comparer par rapport à ça. Il y a une question que je suis passé au travers. Est-ce que vous pensez que la formulation liquide est plus efficace car acidifiée? Donc, ce que je disais précédemment, donc il y a peut-être cet aspect-là à prendre en compte, effectivement. Mais selon moi, il y a surtout l'aspect justement que la protéine soit déjà dissoute en fait dans le milieu, soit déjà sous forme liquide. Je vois pas d'autres questions. Quel pourcentage de lots ne sont pas retenus? Donc ça, c'est une bonne question. C'est une question que j'ai pas posée justement à notre département interne en charge des achats, mais c'est une question intéressante. Je pourrais revenir vers vous parce que là, j'ai pas l'information. Donc de toute façon, je vais vous laisser au même titre que les derniers webinaires, je vous laisse mes coordonnées, donc mon téléphone et mon adresse mail. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et, euh, et voilà. Donc sachant qu'il n'y a plus de questions, ben, on va pouvoir arrêter ce webinaire. Donc je vous invite à vous connecter aussi, à vous inscrire au prochain webinaire, au dernier webinaire de cette série, qui a lieu vendredi prochain, qui sera fait par Galdric, qui abordera justement l'optimisation aromatique, justement avec des perspectives qui sont plutôt intéressantes, notamment sur les tilleuls. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire. Merci beaucoup et bonne journée.